remercie. Il est difficile d'apporter déjà un complément de parole par rapport à ce qui a été dit, parce que c'était à la fois très philosophique et puis aussi avec une dimension, je dirais poétique, hein, mais en tous les cas d'une haute valeur. Alors avant que je sois tenté d'intervenir, qui est-ce qui a envie de réagir? Parce que finalement, Ariel, c'est vraiment adressé aux professionnels qui sont ici, qui sont dans le soin, dans la sollicitude. Qui est-ce qui prend la parole, la première ou le premier? Je vais aller vers une de nos doctorantes toulousaines. Il y avait quelqu'un ou pas? Voilà. Merci de votre très bel exposé. Je vous donnez aux soignants un rôle important. Cette balance entre la désolation et la consolation, c'est une affaire politique. Actuellement, je dirais que c'est une affaire de résistance. Quand on est soignant, comment avoir le temps de désoler, avoir le temps de consoler. Donc je vous remercie parce que c'est aller au-delà du quotidien du soignant. Le patient, effectivement, attend beaucoup et cette consolation. Et je dirais que c'est un témoignage important pour donner aux soignants ce rôle de résistance qui est de prendre le temps et de prendre le temps de la consolation, sachant que la désolation, elle est obligatoire. Alors je vous remercie. Parole de soignante. Hein. Vous l'avez compris. On a une philosophe parmi nous que je vais vous demander d'applaudir parce que voilà, Françoise Claes-Drapeau fait partie de nos divas. Voilà. Alors je vais recevoir tout à l'heure un SMS ou un mail en disant « tu as eu tort de me dire une fois de plus que j'étais la diva ». Vous la verrez, vous la pratiquerez à l'espace éthique. Hein, c'est une de nos philosophes, j'allais dire, qui nous enracine. Comment tu réagis par rapport à un propos sur la consolation avec tes plusieurs casquettes? Ah oui, avec mes plusieurs casquettes, bon, je ne sais pas, mais d'abord, je voulais, comme tout le monde, c'est tout simple, je voulais vous remercier. C'était intelligent et beau. C'est ce qu'on doit pratiquer à l'espace éthique. Je ne suis pas soignante, je suis enseignante de philosophie, d'une philosophie extrêmement classique. Je vais retrouver certains d'entre vous en M1 pour vous parler de grands textes de la philosophie. Et je trouve extrêmement utile que vous ayez parlé de ces textes qui apparemment ne sont pas philosophiques, du texte de Shakespeare. Vous verrez, ça aussi, c'est ce qu'on vous demande de faire, de vous ouvrir pas simplement aux textes classiques de l'éthique, aux textes fondamentaux de la philosophie, mais aussi à tout ce qu'il peut y avoir, autour. Il y a des écrivains, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus parce que ça aide énormément, ça aide à dire des choses. Comme je ne suis absolument pas écrivain, il y a des choses que je ne sais pas dire, il y a des choses que je sais vivre, mais pas forcément dire. Et je voulais vous remercier aussi, en tant que patiente, puisque je ne suis pas seulement enseignante, comme nous tous, hein, on a des petites, des grosses maladies, et on a tous été concernés par cette désolation et cette consolation. Et je crois que la manière dont vous avez su parler aux soignants, visiblement, vous avez su les toucher. Leur silence est témoin de cette manière, je crois, d'être touché. On ne sait pas trop quoi dire après vous avoir entendu, surtout quand on a quelqu'un qui vous traite de star. C'est encore plus difficile. J'en rougis. Je crois que j'en rougis pour lui, d'ailleurs, en fait. Donc, je pense que pendant cette année, vous allez trouver c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite, trouver des moyens d'expression pour être en accord avec ce que vous dites, avec ce rôle des soignants, en particulier au moment de la consultation d'annonce, qui est un moment que certains d'entre vous vivent en tant que soignants, ou ont vécu ou vivent en tant que patients. Et effectivement, trouver les mots pour le dire, c'est une chose fondamentale. Trouver les mots pour se le dire après, c'est également extrêmement important. Et puis je vais terminer par quelque chose, comme vous avez dit aussi, voilà, c'est tout. Je vais terminer là aussi par un médecin. J'allais dire un médecin, c'est très joli, je voulais dire un merci. C'est quand même
C'est un très beau lapsus. Un merci à toutes les équipes médicales qui concrétisent tout ce que vous avez dit ici. Les équipes médicales qui sont là au réveil, à qui on peut parler. On ne se souvient pas après de ce qu'on leur a dit au réveil, mais ils sont là, ils sont présents, ils sont là pour les soins. Ils sont là aussi pour vous aider à garder un certain sens de l'esprit, c'est-à-dire un certain sens de l'humour, aura des pâquerettes, qui n'est pas du tout fictif, et puis aussi un sens de pourquoi est-ce qu'on se bat avec eux, grâce à eux. Voilà, c'est tout, j'ai tout dit. Enfin, oui. Non, juste, j'ai une question à poser, j'espère qu'il y en aura d'autres. On peut se poser encore quelques minutes ou pas, Paul Loup? D'accord. Comment tu te situes par rapport à l'inconsolable? Parce qu'il y a la consolation et il y a ceux qui sont inconsolables. Parce que la maladie, c'est aussi quelquefois l'irréparable. Pour des proches, c'est la perte d'un être cher. Et donc, il y a aussi cette densité. On ne vous a pas permis, on ne l'a pas sauvé d'une certaine manière. Et quelquefois, il y a aussi des professionnels qui ne s'en remettent pas, qui sont inconsolables de ne pas avoir pu réaliser ou mettre en œuvre ce à quoi ils aspiraient et qui les motivait. On voit que ce soit en pédiatrie, par exemple, c'est souvent quand on discute avec des professionnels. Voilà, comment on pose la question de l'inconsolable et j'allais dire de l'irréparable dans un milieu qui est un milieu aussi, et ça a été évoqué à travers Hamlet, de la tragédie. C'est-à-dire on est dans quelque chose de tragique et dont, quelle que soit l'échéance et quelle que soit l'issue, on ne s'en remettra pas. C'est-à-dire on sera quand même totalement transformé, bouleversé, et j'ai les remanié par ce qui s'est vécu. Oui, merci. Heureusement que nous sommes inconsolables. Ce serait qui serions-nous si nous pouvions être consolés de tout? Je pense pas des êtres humains, et en tout cas pas des êtres humains très profonds, quoi. Heureusement qu'on est altéré à jamais par la vie des autres et par la douleur et l'amour qu'on a pour eux. Et je pense que, en fait, je pense que la consolation, la consolation qui aurait pour prétention de consoler serait obscène. La consolation qui est douce, je crois, c'est simplement la solidarité dans l'inconsolable, en fait. Alors on a, je vais te donner la parole, puisque toi tu as écrit un livre qui était issu de ton master. Maintenant tu fais un doctorat chez nous. Comment tu réagis en tant que soignante? Parce que c'est le sujet un petit peu, les petites choses. Oui, merci. D'ailleurs, je suis toute rouge. Vous allez entendre un petit accent. Je m'en excuse. Moi, j'ai trouvé dans votre propos, je reprends les mots de Madame Claise Drapeau, de l'intelligence, du discernement. Cette intelligence qui amène dans cet intime du soin, parce que là on est dans l'intime, dans la relation au plus proche du patient, plus proche de ce que peut être le soignant aussi. C'est deux entités qui se rencontrent. Moi, je crois que dans ce que vous avez décrit, dans cette poésie, pour moi, l'éthique, c'est ça, c'est une éthique microscopique, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est quelque chose qu'on ne touche pas, c'est quelque chose qui ne se théorise pas, qui est singulier. Et ce que vous avez vraiment approché en n'étant pas soignante, c'est vraiment cette réalité du soin tout à fait réaliste, intelligente. Réaliste n'est même pas le mot, c'est poétique. Et si les patients, en tout cas, si votre analyse, votre regard peut toucher des patients et peut les consoler, je pense qu'il doit aussi, votre regard, consoler les soignants, parce que ce n'est pas un exercice qui est facile pour eux. Et moi, je vous remercie de votre approche et des mots que vous avez employés, des mots poétiques que vous avez employés pour parler du soin. D'autres réactions, n'hésitez pas, avant de donner la parole à Paul Loup qui va conclure. Juste une question que nous on se pose dans la consolation, c'est l'après.
C'est-à-dire, dans la consolation, c'est un acte qui achève quelque chose et qui rend possible un après aussi. Est-ce que c'est quelque chose à prendre en compte? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe après? Oui, parce que finalement, la démarche de l'Institut qu'on a évoqué, l'Institut Raphaël, c'est le pendant cancer et c'est l'après-cancer. C'est-à-dire, dans la consolation, il y a aussi le renouvellement. Renouer avec une vie que l'on croyait impossible, que l'on croyait perdue, y compris d'ailleurs pour les proches. La consolation, c'est à un moment donné, c'est pas l'oubli, c'est trouver des voies pour accéder de nouveau à une dimension de possible, à une dimension d'avenir, on y croit nouveau. Donc, comment on situe ça, la consolation, par rapport à un après, après quelque chose qui était, quelle que soit l'issue, une catastrophe, quoi. Je sais pas très bien comment répondre en fait à ta question, mais ce que j'observe, ça fait pas très longtemps que j'observe, ça fait 2 mois, ça fait le 2e mois, et mon travail là-bas, c'est d'écrire un livre sur ce qui se passe à l'Institut, et donc j'écoute les gens en fait, et ce qu'ils disent, parce que moi j'en sais rien, mais ce que eux disent, c'est que il y a une brisure existentielle qui est sans beaucoup d'équivalent, je crois, dans la vie adulte. En fait, on n'a pas beaucoup l'occasion d'avoir affaire à, en tout cas fantasmatiquement, sa propre mort, et de façon aussi longue. À la représentation de cette possibilité. Et donc, il parle d'un événement au sens où le temps d'avant est brisé et commence un temps d'après. Et entre ces 2 temps, il y a la traversée du traitement. Et éventuellement, après le traitement, il y a des patients, vous le savez 1000 fois mieux que moi, excusez-moi de parler de ça, c'est ridicule, mais il y a des patients, j'ai vu déjà des gens qui pleuraient parce qu'ils arrêtaient, ils cessaient le traitement d'hormonothérapie et ils avaient peur tout à coup de plus être médicalisés et tout ça. Et donc cette espèce d'entre-deux comme ça, qui est celui du traitement, va peut-être déterminer la façon dont après l'existence va être réinvestie. Et c'est pour ça que l'Institut Raphaël a cette façon de s'organiser. Il y a quelque chose d'assez commun avec le stoïcisme. Enfin, je ne sais pas si Alain aimerait beaucoup que je dise ça, mais j'ai l'impression. Mais excusez-moi si c'est faux. Mais au sens où, par exemple, quelqu'un comme Marc Aurèle est un penseur qui s'appuie sur sa propre mort tout le temps, mais pour essayer de vivre et pour essayer d'être ce qu'il désire. Et je crois que l'idée est un petit peu semblable, c'est-à-dire que ce qui est complètement tabou dans la société et ce dont on ne veut pas parler ni à quoi on veut penser, qui est la mort et qui est désagréable en plus parce que là c'est plus désagréable que simplement l'idée abstraite de la mort parce que c'est très concret. C'est des représentations physiques, des représentations de soi qui sont très désagréables. Et donc on n'a pas envie de penser à ça. Et quand ça, ce désagréable et ce terrifiant fait irruption, je pense que le but de l'Institut pour cet après, c'est de s'appuyer dessus en fait. Mais en fait, c'est un peu comme dans Jules et Jim de Truffaut, à la fin, quand Catherine et je ne sais plus lequel, Jules ou Jim meurent, celui qui reste dit « Maintenant que ce dont il avait le plus peur est arrivé, il est soulagé ». Et je pense qu'un peu, il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire ce qui te faisait le plus peur, maintenant, tu es en plein dedans. Donc, en fait, c'est énorme. Dernier point, dernière observation que je regardais, c'est que quand on discute avec des personnes qui sont accueillies à l'Institut Raphaël, mais c'est la même chose dans d'autres services, on a l'impression que c'est entre patients ou entre malades qu'on se console. C'est-à-dire qu'il faut être porteur de cette expérience et de cette vérité. Alors, je ne vais pas faire d'analogie par rapport à ce que disaient les déportés, qui ne se comprenaient qu'entre eux d'une certaine manière. Et donc, d'un point de vue éthique, on peut se demander si c'est la fonction même du soignant que de consoler l'autre. C'est-à-dire, est-ce que son engagement dans quelque chose d'aussi intime, sensible, fragile, est-ce que son engagement doit aller jusque-là ?
C'est une question qu'on peut se poser. Et on a entendu, et ça nous a beaucoup frappé dans notre groupe d'éthique, alors pas dans la réunion du cercle, mais dans une réunion précédente, on entendait des personnes qui étaient elles-mêmes en traitement et qui allaient faire des groupes, en quelque sorte, je dirais pas d'autosupport, où la dimension, à la fois, on se renforce l'un l'autre, ou l'une l'autre, et on est dans une parole, j'allais dire pas de compassion, mais à la fois de consolation. On se comprend, et on sait ce qu'on a à se dire pour continuer le cheminement. C'est là où je pose quelquefois la question, est-ce qu'on attend du professionnel qui vous console, ou est-ce que c'est d'un autre registre que cette attention qu'on attend de sa part, c'est-à-dire cette dimension d'humanité, d'attention, j'allais dire de considération, d'empathie, enfin tous ces registres. Donc je me demande si vraiment la consolation, est-ce qu'on attend en fin de compte du professionnel qui nous console? C'est une question que je peux me poser. Bah, si par consolation, on entend le sens classique en fait de réconforter dans une situation atroce, mais évidemment surtout pas. Enfin, je pense qu'un patient serait, enfin j'en sais rien, mais à mon avis, encore une fois, j'ai aucune légitimité tellement, mais vous savez mieux. Je pense que moi, si ça m'arrivait, qu'un médecin m'annonçait que j'ai une maladie très grave, et puis qui me tapote la main et qui me disent mais vous savez, ça va aller, je pense que j'aurais envie de lui foutre une baffe en fait, et de lui dire non mais c'est pas votre rôle de me dire que ça va aller, non ça va peut-être pas aller. Mais en revanche, si on entend la consolation par le fait d'être au cœur du cyclone avec quelqu'un et lui dire c'est ce qui vous arrive, c'était ce que vous vouliez pas qui vous arrive, mais en fait je suis là. Et donc là je suis là. Enfin, vous voulez prendre rendez-vous, etc. Je vais suivre votre maladie. Enfin, et cette façon-là d'être fiable, je pense que c'est impalpable, mais je crois que ça passe très fort parce que je vois des patients arriver à l'Institut Raphaël qui changent d'oncologue en fait parce qu'ils ont consulté un premier oncologue qui leur a dit ah bah écoutez monsieur ou madame voilà donc vous en êtes là de votre cancer du pancréas, donc vous rangez un peu vos affaires parce que dans 6 mois c'est fini pour vous, hein. Et ça c'est des choses qui pouvaient il y a des gens qui sont arrivés qui étaient assassinés par cette façon de parler. Et souvent, en plus, c'est ce que m'a expliqué Alain Toledano, c'est que souvent, c'est complètement faux, quoi. On n'en sait rien, que c'est très difficile de dire ça à quelqu'un, et que de toute façon, à son avis, c'est interdit de dire une chose pareille. Je ne sais pas, c'est des problématiques qui vous appartiennent, évidemment, en propre, mais voilà. En tout cas, être là, et dans l'intention, dans la façon de parler à l'autre, et dans la façon d'être fiable et de ne pas avoir peur de ce qui lui arrive, ça c'est consolant pour un soignant et je pense que c'est quand même pas mal. Enfin... Un grand merci, on peut applaudir Ariel.